Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'il est temps de démarrer. Vous êtes très nombreux déjà ce matin à nous avoir rejoints. Merci à tous d'être présents aussi nombreux à ce webinaire du Green Deal Achat circulaire. Mon nom est Natacha Zuinen. Je suis la coordinatrice de la direction du développement durable, responsable donc de ce projet Green Deal Achat circulaire que nous menons déjà depuis plus d'un an. Et qui s'inscrit aujourd'hui dans la stratégie économie circulaire. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc il s'agit aujourd'hui du premier atelier du programme d'activité 2021 que nous développons en collaboration cette année avec Möbius. Le sujet du jour, c'est pourquoi acheter circulaire et quelle stratégie d'économie circulaire utiliser. Nous avons plusieurs orateurs qui vont, exemple à l'appui, vous initier aux achats circulaires. Et déjà, je remercie chacun d'entre eux d'être présents aujourd'hui à ce webinaire. Alors, comme je le disais, cet atelier est un peu plus lourd de signification aujourd'hui parce qu'il prend place à peine 2 semaines après l'adoption par le gouvernement wallon de la stratégie de déploiement de l'économie circulaire en Wallonie, appelée Circular Wallonia, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Cette stratégie démontre évidemment la volonté politique du gouvernement wallon d'évoluer en Wallonie vers une économie plus circulaire pour diminuer l'empreinte environnementale, les impacts que nous exerçons au travers de nos modes de consommation et de production sur l'environnement. Et ce Green Deal s'inscrit pleinement dans cette stratégie. Il a été repris comme une des actions de cette stratégie et il se veut vraiment un outil de partage, de pratique entre vous, parce qu'évoluer vers des achats plus circulaires n'est pas si simple. C'est un apprentissage collectif pour chacun d'entre nous. Il y a beaucoup d'efforts à mener, il y a des succès, des échecs, des difficultés, et tout cela, c'est important de les partager au sein de ce réseau d'apprentissage, et c'est pour ça que nous le menons et qu'on partage avec vous aussi l'expérience de plusieurs acheteurs. Mais pour en parler ce matin, nous avons le plaisir d'avoir une petite vidéo du ministre Borsu en charge de l'économie qui est à l'initiative de ce projet. Il ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais il tenait à vous adresser quelques mots. Et donc, je lui laisse la parole. Je vous souhaite à chacun un très bon webinaire. Sachez que la direction du développement durable est à vos côtés pour vous soutenir dans cette transition. Donc, n'hésitez jamais à vous adresser à nous pour vos questions. Et à très bientôt. Merci pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour ce premier des 3 moments de travail, de rencontre, d'atelier destiné à mettre en œuvre notre stratégie d'achat Green Deal, économie circulaire, puisque, on le sait, c'est une démarche qui doit être vraiment accompagnée, qui doit être préparée. Je crois que vous allez aborder aujourd'hui les 3 premières démarches, ou les 3 premiers éléments, en tout cas, de la démarche visant à porter ces projets d'économie circulaire au niveau local ou dans vos institutions, quelles qu'elles soient. Je pense qu'à cet égard, il est extrêmement important à la fois de bien définir ce qu'est son projet, ce qu'est sa stratégie au niveau local dans son institution, par ailleurs de pouvoir convaincre, de pouvoir mobiliser les différentes ressources, de pouvoir avoir une adhésion qui soit suffisante, et puis de façon très concrète, définir ses besoins propres, ses objectifs. Ces 3 premières étapes qui vont consacrer, me semble-t-il, une partie, ou concentrer en tout cas une partie de vos travaux de ce jour, me semble essentielle. Je voudrais, avant cela, bien sûr, vous remercier pour votre mobilisation.
J'en profite et vous le soulignerez avec moi très certainement pour également mentionner toute l'implication de nos administrations, au secrétariat général, à l'économie, à l'emploi, à la recherche ou de façon générale la présence de nos partenaires qui, avec nous, ont construit cette démarche d'achat circulaire, mais aussi, vous l'avez vu dans les médias, plus récemment et plus globalement alors, l'adoption de la stratégie globale circulaire Wallonia que le gouvernement a adoptée et qui va d'ailleurs trouver à s'appliquer pour partie à travers notre plan de relance wallon, Get Up Wallonia, ou bien encore être soutenu par les fiches que nous avons déposées dans le cadre du fonds de relance et de résilience au niveau européen. L'enjeu, il est absolument essentiel, il est incontournable, on le sait. Il est bien sûr en termes d'objectifs climatiques, d'objectifs de transition environnementale et de préservation de nos ressources. L'ensemble des éléments de circularité, c'est-à-dire de moindre utilisation de nos ressources, de réutilisation de celles-ci, de parcimonie dans l'utilisation de celles-ci, mais aussi de pouvoir donner, rendre à nouveau une nouvelle vie aux matières, aux matériaux de façon générale, est désormais un objectif qui nous mobilise toutes et tous, un objectif qui est décidément essentiel. Mais cet objectif, il se traduit aussi très concrètement en perspectives pour notre économie. Des perspectives en termes d'emplois directs. Je pense qu'on est aujourd'hui à quelque chose comme 14 000 emplois directs en Wallonie. Il faut y ajouter les emplois indirects et induits, 55 000 emplois. C'est donc toute une économie qui vit et une économie qui peut se développer autour de nos objectifs de circularité, d'économie circulaire. C'est évidemment un élément que nous souhaitons aussi associer à notre démarche. Donc, bien sûr, être acteur de notre transition, préserver les ressources, les gérer différemment, créer de l'activité, créer de l'emploi, et aussi traduire cet engagement sociétal, mais aussi cette attente sociétale à notre égard très très forte, me semble vraiment des éléments qui, aujourd'hui, sont des objectifs politiques, mais des objectifs largement partagés, des objectifs essentiels. Je me permets également de souligner l'adhésion, puisqu'on a aujourd'hui un peu plus de 172, je pense, adhérents à cette démarche d'achat circulaire, que l'on soit d'ailleurs soi-même acteur ou facilitateur. C'est l'ensemble de toutes celles et ceux qui créent ces groupes, qui partagent les expériences, qui expliquent les difficultés, les solutions qu'on a pu co-construire par rapport aux difficultés rencontrées. Je pense que c'est tout ça qui fait cette originalité, mais en plus ce succès de cette démarche d'achat circulaire et de cet engagement qui est le nôtre. Nous avons aussi utilisé une partie de notre temps en 2020 pour aussi nous inspirer peut-être de ce qui se fait à l'étranger, dans d'autres situations, dans d'autres expériences. Et je pense que lorsqu'on a tous ces ingrédients réunis, c'est-à-dire à la fois la conviction très forte que l'objectif doit être rencontré, lorsque par ailleurs on mobilise les acteurs communaux, intercommunaux, les administrations, d'autres institutions, le secteur associatif, d'autres partenaires encore. Lorsque par ailleurs on peut dégager certains moyens et lorsque, à l'appui de tout cela, on retrouve pas mal aussi de futurs leviers en matière de recherche, en matière d'innovation. Exemple très concret, bien sûr, on ne pense plus aujourd'hui le bâti, on ne pense plus aujourd'hui l'isolation, on ne pense plus aujourd'hui telle ou telle acquisition de la même manière que dans le passé. Eh bien, lorsque tous ces ingrédients sont réunis, je pense qu'on peut ensemble construire vraiment les étapes de résultats très concrets, très tangibles, que ce soit pour notre région, bien sûr, pour les gens que les unes et les autres nous servons, mais globalement pour l'objectif plus transversal qui est le nôtre. Vraiment une très très bonne session de travail. Merci
aux différents intervenants, en ce compris venant de l'Institut français et ayant accepté de partager leur expertise. Cette démarche, bien sûr, se poursuit par les 2 autres ateliers, mais se poursuit plus largement par cet accompagnement de proximité que nous voulons vraiment offrir à toutes celles et ceux qui partagent cet engagement avec nous. Merci à vous et bon travail. Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Lara Otia, certains d'entre vous me connaissent déjà, donc je suis en charge du Green Deal Achat Circulaire à la direction de développement durable et je travaillerai également sur Circular Wallonia, donc la stratégie de déploiement de l'économie circulaire qui a été mentionnée par le ministre Borsu et par Natasha Sainen. Alors, on va commencer par, je vais vous présenter le programme de la matinée très brièvement. Slide suivant, Sabina, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors, ce matin, on a commencé, comme vous l'avez pu remarquer, par une capsule vidéo du ministre qui a finalement très bien résumé certaines étapes du programme de cette année. On aura également une intervention de Pauline Thiberg de l'Institut national de l'économie circulaire en France, qui va vraiment revenir sur finalement ces 3 premières étapes, donc la thématique de ce matin, et vous expliquer pourquoi acheter de façon circulaire, quelles sont les stratégies possibles et comment obtenir un soutien en interne avec des exemples de ce qu'ils ont fait en France. On aura ensuite Hélène Bossu de l'intercommunal IPAL et Louise Noël de l'ICET, qui sont 2 acheteurs du Green Deal, qui vont, eux, nous présenter leur trajet d'achat circulaire en lien justement avec ces premières étapes. Et ensuite, Hélène de Mobius conclura la matinée. Alors ce matin, on a Sabina qui animera le webinaire avec moi. Merci Sabina pour le slide suivant. Voilà. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les actualités sur l'économie circulaire, elles ont déjà été bien présentées. Donc on a, comme vous avez pu le comprendre, Circular Wallonia, la stratégie wallonne de déploiement de l'économie circulaire. Et vous avez également reçu, normalement ce lundi, une invitation à un réseau belge pour les acheteurs publics, par contre, donc pas pour les entreprises privées, sur l'éthique durable, donc les achats informatiques, et qui se met en place dans le cadre d'un futur pacte international sur les achats circulaires et éthiques dans l'ICT. Voilà, donc ça c'est vraiment un réseau qui sera complémentaire à ce que nous ferons nous ici au Green Deal. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par email. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme ça a déjà été bien mis en avant, la communauté, elle grandit. Vous étiez 110 au début, vous êtes maintenant, voilà, ici il y a écrit 169, c'est vrai que vous êtes 172. L'année 2020, c'était effectivement l'année de l'inspiration. L'année aussi, on est revenu sur les différents principes de l'économie circulaire afin de pouvoir cette année vraiment rentrer dans le concret sur 4 groupes de produits thématiques. Voilà, slide suivant. Merci. Alors, avant de vraiment parcourir le programme, on souhaitait parcourir avec vous, finalement, revenir sur c'est quoi un achat circulaire. Et finalement, ici, on a une définition qui vient du livre Achat circulaire ou Totap, qui est un livre issu des Pays-Bas qui vient d'être traduit en français. Et dès qu'il sera publié, nous vous enverrons un lien. Et qui revient finalement sur cette définition qu'un achat circulaire, c'est un processus où un produit, service ou projet est acheté selon les principes de l'économie circulaire. Et donc autant dans ses aspects techniques que tout au long de sa durée de vie, donc pendant son exécution et au moment de sa fin de vie. Et donc en ayant maintenant cette définition en tête, on va vous demander de répondre à 2 questions. Voilà, alors merci. Donc la première question, c'est finalement les achats circulaires. Pourquoi est-ce que ça intéresse votre organisation? Est-ce que c'est parce que vous voulez contribuer à construire un meilleur monde de demain? Est-ce que c'est parce que vous voulez suivre les lois et les règlements, les directives européennes qui sont en train de se mettre en place? Est-ce que c'est une manière de se positionner, autant par rapport à vos clients si vous êtes une entreprise que par rapport à vos citoyens si vous êtes une commune par exemple? Ou est-ce que c'est parce que finalement vous dites c'est un business model qui est intelligent, il va permettre de me gagner de l'argent? Voilà, alors normalement le sondage devrait s'afficher dans le chat. Voilà, je pense que vous le voyez tous normalement à votre écran maintenant. Et donc n'hésitez pas à répondre et on verra les résultats au fur et à mesure. Voilà. Alors c'est marrant de voir que pour le moment, ce qui remporte le plus de points, c'est vraiment afin de construire un monde meilleur pour demain. C'est vraiment ce qui se démarque le plus. Avec ensuite, qu'est-ce que c'est un business model qui permet effectivement de gagner de l'argent? Et c'est très vrai, hein, je pense que non seulement, soit en adaptant des achats circulaires, il y a souvent moyen de faire des économies au long terme, mais ça vous le verrez au fur et à mesure des ateliers, mais c'est aussi une manière de finalement aussi de gagner de l'argent en termes de positionnement et de vente. Voilà, et là on a encore une deuxième question pour vous ce matin. Alors,
une fois que vous mettez en œuvre ces achats circulaires au sein de votre organisation, est-ce que vous êtes déjà heurté à un problème de temps, donc de capacité de mettre ça en œuvre, un problème de budget, donc on vous dit que ce n'est pas possible parce qu'il y a un budget limité, ou vous pensez que c'est compliqué à cause du budget, un problème d'approche, c'est compliqué de savoir par où commencer vu que c'est un sujet très vaste, un problème de connaissance, est-ce que vous voulez peut-être avoir plus de savoir, d'infos avant de vous y mettre, ou un problème de soutien, et donc vous avez d'autres priorités et vous aimeriez bien que vous êtes dans ce cadre-là. Voilà. Alors normalement, le sondage va de nouveau apparaître sur votre écran. Voilà. Et à nouveau, on a ici quelque chose qui a l'air de se démarquer. Bien que, non, on a deux réponses assez proches, hein, finalement, en point pour le moment. C'est notamment l'approche et les connaissances. Enfin, finalement, c'est quand même l'approche qui a l'air de remporter. Ah, bien que ça reste quand même pour proche. Voilà, mais donc c'est vraiment intéressant de voir que c'est notamment un problème d'approche, mais aussi un problème de connaissance. Et donc on est vraiment là ici aujourd'hui, mais aussi tout au long de l'année et de l'année prochaine encore, là pour vous aider à finalement savoir par où commencer, quoi faire et comment obtenir les connaissances suffisantes pour le mettre en œuvre. Ouais, slide suivant, merci. Alors maintenant, on va vraiment rentrer dans le cœur du programme de cette année. Je vais être brève, comme ça après, je pourrai passer la parole à nos orateurs. Et donc, comme ça a déjà été très bien expliqué par le ministre Borsu, on va parcourir cette année avec vous les différentes étapes du processus des achats circulaires. Et ce matin, on parcourt les 3 premières étapes. Alors, je ne vais pas revenir dessus, car elles ont déjà été très bien expliquées. Mais dans les prochains ateliers, on s'attardera ensuite sur finalement comment connaître l'offre qui est disponible sur le marché, comment parler avec les fournisseurs. On aura notamment aussi une rencontre avec les fournisseurs qui sera mise en place. On s'attardera aussi sur quelle procédure d'achat choisir, sur comment évaluer la circularité des offres. Et vers la fin de l'année, par contre, on s'attardera aussi plutôt à l'exécution finalement de votre achat circulaire, comment gérer un contrat circulaire, comment s'assurer que vous avez fait un achat circulaire mais qu'il l'est effectivement en pratique, dans la manière dont vous utilisez ce que vous avez acheté. Ouais, slide suivant. Oui, alors cette année, on va se concentrer sur 4 groupes de produits. C'est des groupes de produits qui ont été choisis sur base de vos intérêts, mais aussi en lien avec les actualités internationales et wallonnes. Donc on va notamment se concentrer sur les textiles, sur le mobilier et les fournitures de bureaux, sur la construction et sur l'ICT. Slide suivant. Et on va le faire au travers de chaque atelier. Donc on a aujourd'hui ce premier atelier qui est en 2 dates à cause de la crise sanitaire. On a préféré séparer afin de ne pas vous mobiliser trop longtemps devant un écran. Notre deuxième atelier qui aura lieu normalement le 20 avril et le 4 mai, on va à nouveau garder cette formule à moitié de virtuel. On espère toutefois pouvoir faire les workshops par équipe en présentiel, si c'est possible. On aura ensuite l'événement annuel qui est prévu soit le 15 juin ou le 14 septembre, mais nous optons a priori plutôt pour le 14 septembre. Et nous aurons ensuite un atelier en octobre et en décembre, en espérant ceux-ci pouvoir les faire complètement en présentiel. Voilà, slide suivant. Chaque atelier aura la même structure, donc c'est assez simple pour vous après de savoir qu'est-ce qui vous intéresse, comment suivre les différents moments des ateliers. On commencera à chaque fois par une session plénière qui reviendra sur un bref état des lieux du Green Deal, sur une présentation par un keynote speaker en lien avec les questions sur les étapes d'achat que nous parcourons ce jour-là, et des présentations de projets inspirants et d'acheteurs signataires du Green Deal. Ensuite, vous travaillerez en équipe d'achat circulaire, donc sur les différents groupes de produits, hein, donc l'ICT, les textiles, la construction, ou j'en ai oublié un. Et donc, vous pourrez, le mobilier et les fournitures de bureau, voilà. Et donc, à chaque fois, vous discuterez en sous-groupe sur les défis avec à chaque fois un expert de la thématique qui sera là pour vous aider dans les discussions et les échanges. Et on aura bien sûr cet événement annuel qui suivra le même format, donc une session plénière la matinée, si ce n'est que les sessions en équipe d'achat seront remplacées par cette rencontre entre les acheteurs et les fournisseurs. Slide suivant. Alors cette année, comme Natacha l'a déjà mis en avant, nous sommes aidés par Mobius pour organiser le réseau d'apprentissage. Donc je souhaiterais vous présenter Hélène et Sabina, que vous serez amenés à revoir à chaque atelier. Donc, merci beaucoup à Hélène et Sabina pour leur aide. Et Sabina donc, anime avec moi aujourd'hui ce webinaire. Slide suivant. Voilà, et donc voilà, j'ai fini. Je vous remercie à tous pour votre présence. Je remercie déjà les orateurs pour leur contribution et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Lara.
pour ces explications. Et je souhaiterais maintenant passer la parole à Madame Pauline Tiberc, qui est chargée des missions et des affaires juridiques européennes de l'Institut national de l'économie circulaire en France. Et donc, elle nous expliquera pourquoi intégrer l'économie circulaire dans les achats et se focalisera également sur les 3 premières étapes du processus d'achat circulaire que nous vous avons déjà présenté. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci de cette invitation. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui pour ce lancement. Donc, Pauline Tiberge, en quelques mots, je suis responsable à l'Institut national de l'économie circulaire de toutes les thématiques en lien avec les achats circulaires et sur le GT bâtiment. Aujourd'hui, je vais revenir rapidement sur les notions d'achat circulaire et en particulier donc, sur le cadre normatif, la réglementation qui entoure les achats circulaires. Mais je vais également vous parler d'un programme que nous pilotons à l'Institut sur les achats circulaires et solidaires. Donc peut-être en quelques mots vous présenter l'INEC. Donc l'Institut national de l'économie circulaire a été créé en 2013 par François-Michel Lambert, qui est président de l'INEC et député des Bouches-du-Rhône. Il comporte aujourd'hui 200 membres qui sont des universités, des collectivités, des entreprises, des fédérations. Et donc son action, elle s'articule autour de plusieurs axes. Le premier axe, c'est l'axe réflexion. Normalement, si vous appuyez sur l'axe réflexion, tout à fait, l'axe plaidoyer, l'axe sensibilisation et l'axe mise en œuvre opérationnelle. Donc l'axe réflexion, en raison des différentes études et du groupe de travail bâtiment qui est piloté à l'Institut. L'axe plaidoyer, en raison de l'action que nous avons menée lors de l'adoption de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire l'année dernière. Donc, nous avons par exemple élaboré avec nos membres des propositions qui ont été ensuite retranscrites en amendement lors de l'adoption de cette loi pour essayer de pousser et favoriser l'implémentation de l'économie circulaire dans nos textes réglementaires. L'axe sensibilisation au regard des différents événements qui sont organisés autour de l'économie circulaire, des rendez-vous régionaux et de l'animation des plateformes nationales, internationales et régionales de l'économie circulaire. Et enfin, l'axe mise en œuvre opérationnelle, puisque nous pilotons différents programmes d'accompagnement. Par exemple, le programme de synergie interentreprise, le programme de comptabilité intégrée ou le fameux programme achat circulaire et solidaire dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc pour revenir un petit peu plus spécifiquement sur la slide suivante sur pourquoi. Donc ça, voilà, ça ce sont par rapport à justement l'axe plaidoyer, on a élaboré un décryptage de cette loi AGEC qui est en libre disposition sur le site de l'Institut. Je pourrais par ailleurs vous l'envoyer dans les commentaires de cette réunion, avec différents focus thématisés qui ont été publiés sur différentes thématiques de la loi, donc sur l'événementiel, sur les collectivités, sur le textile, qui vient vraiment extraire les mesures de la loi AGEC en les expliquant et en faisant, dans certains focus, des propositions plus ambitieuses sur les thématiques en question. Sur la slide suivante, j'aimerais vous expliquer un petit peu, voilà, celle d'après, qui est parfaite. Sur la slide suivante, effectivement, vous expliquez pourquoi, au final, intégrer l'économie circulaire dans ses achats. Tout simplement parce que c'est un rôle, un levier qui est majeur de transition vers une économie circulaire. Vous savez certainement, la commande publique représente à peu près 10% du PIB en France et 16% du PIB des achats à l'échelle de l'Union européenne. Et donc vraiment, le volume d'affaires engagées, il impacte directement l'offre économique et les différentes pratiques des fournisseurs. Donc c'est un levier d'action majeur, tout simplement. Et aussi, en raison du rôle exemplaire des pouvoirs publics à ce niveau-là, il y a vraiment une volonté de transiter vers des achats qui soient plus durables et plus circulaires. Donc ça, c'est deux raisons parmi tant d'autres qui expliquent pourquoi il y aurait une volonté d'intégrer l'économie circulaire dans ces achats. Sur la slide suivante, progressivement, on s'est rendu compte en France qu'il y a vraiment une prise en compte
de l'économie circulaire dans nos différents outils réglementaires et normatifs. Donc ça a commencé sous l'influence d'adoption du paquet économie circulaire européen en 2018, qui expliquait qu'effectivement, les marchés publics, ils avaient vraiment un rôle clé à jouer dans le développement de l'économie circulaire. Ça a continué en France avec l'adoption de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, qui a fait au final de la commande publique, donc des achats, vraiment qui devrait être mis au service de la transition vers une économie circulaire. Cette loi, par ailleurs, a défini pour la première fois en France qu'est-ce que c'était l'économie circulaire. Ensuite, on a eu une autre traduction à une autre échelle plus territoriale, le plan national d'action sur les achats publics durables, donc, qui est en train d'être réformé cette année pour publier le prochain, qui a posé un objectif de 30%, que 30% de nos marchés publics en France devaient comprendre des clauses environnementales à l'horizon 2020. Malheureusement, à l'horizon 2020, on est encore loin du compte, mais pour autant, il y a quand même une volonté d'inscrire cette démarche dans plus d'exemplarité. Et enfin, l'adoption de la feuille de route pour une économie circulaire, donc adoptée en avril 2018, et qui fait du levier des achats, de la commande publique, vraiment un levier important pour développer l'économie circulaire. Et donc, toutes ces mesures ont infusé et ont conduit, en fait, les différents acteurs à l'adoption de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Cette loi, elle a été donc adoptée, promulguée en février 2020, et donc elle fait suite à une concertation qui a duré plusieurs années avec la feuille de route pour une économie circulaire. Et cette loi, elle prévoit différentes mesures en faveur des achats circulaires. Donc c'est extrêmement innovant en l'occurrence. Il y en a plusieurs articles qui aujourd'hui viennent traduire cette volonté-là. Par exemple, un article très important qui explique que les acheteurs publics doivent prévoir des clauses et des critères spécifiques dans leur cahier des charges pour à la fois réduire leur consommation de plastique à usage unique, mais aussi la production de déchets et favoriser par ailleurs les biens qui sont issus du réemploi ou qui intègrent des matières premières recyclées. On a une autre obligation, je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert, mais juste quelques-unes, qui impose à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation qui intègrent des matières premières recyclées dans des proportions de 20. On attend un décret qui doit être publié de façon imminente, sachant que cette obligation est entrée en vigueur au 1er janvier 2021, mais on n'a aucune indication sur encore la mise en œuvre de cette obligation. Donc c'est une obligation dans les textes qui n'a pas de matérialité aujourd'hui, mais donc on attend un décret d'application de façon imminente. On a d'autres mesures qui visent à faciliter le recours aux dons, par exemple des biens de scénographie ou des bâtiments modulaires pour les personnes publiques. Et on a également une obligation qui vise prioritairement l'achat de pneumatiques rechappés sur l'achat des pneumatiques neufs. Donc il y a quelques volets manquants, on a estimé dans cette loi, typiquement des critères ou des clauses types, donc c'est pas spécialement du domaine de la loi, mais des outils qui permettraient d'accompagner les acteurs, les acheteurs sur l'intégration de l'économie circulaire dans leurs achats. Donc ça, c'est une première thématique. On s'est rendu compte que cette année, donc on a un projet de loi climat sur la slide suivante, il me semble, qui fait suite en fait à la Convention citoyenne sur le climat qui a été proposée par 150 citoyens, tirés au sort et accompagnés de différents experts pour proposer des mesures qui ont été faites au gouvernement. Et donc ces mesures sont retranscrites aujourd'hui dans ce projet de loi climat et donc qui sera adopté par l'Assemblée début mars. Donc là, encore une fois, on a différentes thématiques qui sont à peu près similaires à celles de la thématique de la loi AGEC et qui visent à renforcer la thématique des achats, en particulier de la commande publique, en expliquant que les acheteurs publics devront prendre en compte les considérations liées les impacts environnementaux dans leur marché. Donc on a encore une mesure qui explique que la commande publique, les achats, c'est un levier qui est majeur pour intégrer l'économie circulaire sur ce projet de loi. Sur les slides suivantes,
je peux vous présenter maintenant un petit peu plus précisément le contenu et l'idée de notre programme achat. Donc ce programme achat, il a été initié en 2018 par l'INEC, par la métropole du Grand Paris, l'Observatoire des achats responsables. Ça fait suite en fait à l'introduction de ces différentes mesures dans notre cadre réglementaire, parce que malgré tout, malgré cette volonté de transiter vers une économie circulaire via les achats, on constatait qu'on avait quand même un problème de nos acheteurs, une carence dans l'accompagnement. Donc, comment on fait en fait pour passer à l'échelle? Et donc là, le passage à l'échelle, on a décidé d'essayer de propulser en mettant en place un programme d'accompagnement qui était composé sur son année 2020 de 30 acheteurs et qui est composé aujourd'hui, en 2021, sur l'édition 2, d'à peu près 50 acheteurs, publics, privés. Donc vraiment, un petit peu comme ce qui a été mis en place chez vous, dans une dynamique de Green Deal. Les objectifs de ce programme, c'est vraiment de fédérer des acheteurs publics et privés, c'est de les accompagner dans leur intégration de l'économie circulaire, mais aussi de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on a décidé de rajouter une deuxième brique cette année à ce programme sur la thématique de l'ESS. On a un nouveau participant qui est les canaux, une structure qui intervient sur l'ESS, qui a rejoint les structures organisatrices du programme achat sur cette édition 2. Nos objectifs, c'est également créer des partages de connaissances, valoriser les démarches exemplaires, c'est essayer de sensibiliser et convaincre par l'organisation de nos différentes réunions et ateliers de travail des avantages, qu'ils soient économiques, environnementaux et sociaux, d'introduction de l'économie circulaire dans ces achats. Et c'est bien évidemment d'avoir un impact réel via les différents projets d'achat qui sont portés par nos participants. Donc aujourd'hui, ça c'était l'édition 1, comme je vous le disais, une trentaine d'acheteurs qui peuvent être des collectivités, des grands groupes comme le groupe La Poste, comme le groupe l'AFNOR, la Cité des Sciences, mais aussi des plus petites collectivités, la Ville des Lilas ou autres. Donc on a vraiment des participants qui sont diversifiés, c'est la richesse de ce programme. Sur la slide suivante, on a élaboré plusieurs outils. Donc pour essayer, au-delà des ateliers de travail qui ont été montés avec les participants, des outils pour essayer de favoriser les échanges. Donc on a un espace dédié, par exemple sur l'espace du Grand Paris circulaire, où on charge toutes les documentations qui sont produites dans le cadre du programme achat, les vidéos, les questionnaires, des forums, il y a un calendrier, donc ça c'est vraiment l'espace dédié. On fait pas mal d'infographies aussi qui va permettre de résumer, synthétiser visuellement les différents livrables que l'on peut faire, notamment du livrable sur les 10 étapes de l'achat circulaire, dont, pareil, on pourra vous communiquer le document, il est en libre accès sur le site de l'Institut. Et donc, on a fait une petite infographie qui explique quelles sont ces 10 étapes de l'achat circulaire. Donc, les premières étapes, ça consiste à vraiment essayer de redéfinir sa stratégie en interne. Donc, je vais revenir prioritairement sur les 3 premières étapes, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Je vous laisserai consulter le livrable si vous voulez vous imprégner des différentes autres étapes que l'on propose, qui sont, nous on a proposé 10, je sais que parfois on peut les résumer en 8, même en 5, c'est à votre convenance, à votre discrétion. Et donc ces 10 étapes, elles se basent vraiment sur l'expérience de nos participants, sur ce qu'on a pu construire avec eux au regard de leur projet d'achat qu'ils ont porté. L'étape 1, elle consiste à développer une stratégie d'achat circulaire en élaborant par exemple une charte interne de circularité qui va définir des objectifs et les différents segments d'achat à privilégier de façon chronologique. Celui qui va être le plus simple à mettre en œuvre, le moins économiquement chamboulant dans un premier temps, et puis monter progressivement sur d'autres segments d'achat. Donc ça, c'est la première préconisation. La deuxième étape, elle invite les participants, les acheteurs, à essayer vraiment de s'organiser en interne et en externe. Donc en interne, en essayant de décloisonner la communication entre les différents services, parce qu'on se rend compte que les thématiques d'économie circulaire, ça implique
parfois d'avoir des juristes, mais aussi d'avoir des techniciens, d'avoir des élus, enfin, vraiment de décloisonner à l'échelle d'une structure, que ce soit publique ou privée, les différents services pour essayer de monter en compétence sur un projet d'achat circulaire. Aussi, s'organiser en externe, parce qu'on s'est rendu compte que la communication entre des structures qui peuvent avoir des besoins similaires, ça faciliterait parfois les échanges de bons procédés. Souvent, lorsqu'une structure souhaite se débarrasser de biens, de meubles ou autres, ça peut correspondre aux besoins d'une autre structure similaire. Donc, c'est très important aussi d'avoir ce premier réflexe d'appeler les collectivités voisines ou les structures voisines pour essayer de voir si ça ne correspondrait pas à un besoin. Et ça, on s'est rendu compte qu'il y a des projets qui peuvent être menés en ce sens-là. La troisième étape, elle consiste à définir son besoin grâce au principe d'économie circulaire. Par exemple, en passant de la possession à l'usage, penser à réparer son bien plutôt qu'à le racheter neuf, acheter réemployé, acheter réutilisé, que plutôt acheter neuf. Donc ça, ce sont des principes qui vont permettre de redéfinir son besoin en amont. Et donc, par exemple, on a eu différents projets d'achat qui ont été portés par nos participants sur les consommables d'impression, avec des consommables d'impression qui étaient à la fois rechargeables et réutilisables et recyclables si besoin. Donc voilà pour ce petit panorama très rapide des actions que l'on met en place sur le programme achat, et je reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Merci beaucoup. S'il y a des questions, vous pouvez tout de suite les mettre dans le chat. Ce que je peux faire, Sabina, c'est que je peux vous envoyer justement dans le chat les différents documents, le livrable sur les 10 étapes, les décryptages de la loi AGEC, le projet de loi aussi climat. Voilà, ça peut, si ça vous intéresse, être quelques informations complémentaires sur ces thématiques. Parfait, un grand merci. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais peut-être encore laisser 1 ou 2 minutes. En tout cas, merci pour cette belle présentation. Et n'hésitez pas encore à écrire vos questions dans le chat. Si vous en avez, on pourra revenir dessus. Je vais peut-être déjà passer, avant de donner la parole aux 2 orateurs suivants, on souhaiterait vous présenter la carte des stratégies d'achat circulaire qui a été mise en place dans le cadre du Green Deal achat circulaire flamand. Et en fait, il s'agit d'un outil qui vous permet d'initier des projets d'achat circulaire au sein de votre organisation. Comme vous pouvez voir, il y a 5 objectifs circulaires qui sont indiqués ici au-dessus par des lettres, donc A, B, C, D. Et donc, en fait, il s'agit donc d'objectifs qui ont été divisés en 3 parties. Donc, d'abord en input du produit, donc qui sont les lettres A et B, donc réduire la quantité totale des matériaux et réduire la quantité des matériaux vierges. Ensuite, il y a l'utilisation du produit, donc qui est indiqué par la lettre C, prolonger la durée de vie. Et enfin, il y a l'output potentiel du produit, donc essayer de maximiser la réutilisation d'un produit ou d'une partie. Et la lettre E, donc maximiser la réutilisation ou le recyclage des matériaux. Et donc pour chacun de ces objectifs, il y a différentes stratégies qui sont indiquées donc par les chiffres qui ont été fournis pour essayer d'atteindre ces éléments-là. Et donc dans les présentations suivantes, vous entendrez des exemples vraiment concrets qui illustrent ces objectifs circulaires avec les stratégies correspondantes. Et donc, si je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais donner maintenant la parole à Madame Hélène Bossu, donc directrice du développement durable dans l'intercommunal d'Ipal, et qui va nous présenter son trajet d'achat circulaire de fournitures de bureaux. Et je vais tout de suite la laisser partager son écran. Voilà. Tout le monde voit l'écran, c'est bon? Oui, parfait. Merci.
Ok, bien, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je vais aujourd'hui vous présenter la stratégie qu'on a suivie chez IPAL pour adhérer au Green Deal et quel marché on a décidé de suivre en premier. Juste d'abord, 2-3 mots pour présenter IPAL, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une intercommunale d'environnement qui a été fondée à la base pour traiter les déchets et les eaux usées. C'était il y a 43 ans. On couvre la Wallonie-Picarde et la botte du Hainaut, le sud Hainaut, pour tout ce qui est déchets en tout cas. Donc ça couvre à peu près 400 000 habitants. On traite les déchets d'1 million de personnes et on est un peu moins de 400 actuellement chez IPAL. Donc beaucoup d'installations et beaucoup de monde. L'intercommunal a été un peu réorganisé au début de l'année 2020 de manière à travailler de manière vraiment transversale, comme ça a été discuté dans la présentation juste avant, pour essayer de décloisonner les services et de faire mieux passer les informations d'un service à l'autre. Donc voilà comment on est structuré. On a un pôle économie circulaire qui reprend un peu tout ce qui est gestion des déchets. Donc d'abord en amont, c'est notre service zéro déchet qui se charge de faire de la sensibilisation dans les écoles, auprès des entreprises, des citoyens, etc. pour réduire au maximum les déchets. Puis on a tout le service qui gère la collecte des déchets, que ce soit en porte-à-porte, en point d'apport volontaire, en recyparc. Et on a également une personne qui s'occupe de développer des filières de traitement de nouveaux déchets. Donc essayer de retirer le plus possible de l'encombrant qui part à l'incinération, des matières qu'on pourra retraiter de manière à part entière. Ensuite, on a un pôle technique. Donc là, c'est vraiment un pôle qui fait du bureau d'études et de l'exploitation de l'ensemble de nos outils. Donc, on a l'unité valorisation énergétique des déchets de Tumed. On a 3 dalles de compostage et on a une petite cinquantaine de stations d'épuration, plus tout le système de d'égouttage et de collecteurs en amont. Et on a un service qui s'appelle le service aux collectivités, donc qui gère essentiellement les raccordements à l'égouttage des maisons particulières, l'endoscopie de l'égouttage, etc. Et on offre aussi un service aux collectivités d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour tout ce qui concerne le bâtiment et les techniques spéciales. Après, on a toutes les activités transversales, évidemment, pour que ça fonctionne, la RH, la finance, la com, etc. Et le pôle dont je suis la directrice, le pôle de développement durable, où on rassemble les personnes qui gèrent le SIPP, donc la sécurité, le bien-être au travail, le responsable qualité pour l'amélioration continue. Donc, on est certifié ISO 14001 et EMAS depuis 2003 déjà. C'est dans ce pôle qu'on gère le suivi de toutes nos performances environnementales et énergétiques. Et on développe depuis cette année beaucoup tout ce qui est éco-exemplarité, donc avec l'éco-team, tout ce qui est biodiversité, etc. Et on a également la partie transition climatique avec une équipe qui se charge de faire des audits énergétiques de bâtiments, ce genre de choses. Donc voilà, tout ce que je viens de vous présenter. Donc dans l'éco-exemplarité, on se focalise beaucoup maintenant sur les objectifs de développement durable depuis une année. On a d'ailleurs, on est un des lauréats de l'appel à projet là, sur les 17 objectifs de développement durable. Et depuis l'année dernière, on a publié un rapport qui se base sur ces 17 objectifs. Et forcément, les projets Green Deal sont repris et sont gérés par moi à ce niveau-là. Et on a l'éco-team. Juste un petit mot sur l'éco-team. Avec un Q, ça peut vous paraître un peu étrange, avec un Q pour la qualité. Un des objectifs de l'éco-team, c'est aussi la qualité de service d'IPAL. Comment on a construit cet éco-team? On l'a construit de manière à ce que chacun des pôles qui est ici soit représenté, qu'il y ait au moins une personne de chaque service dans l'éco-team, de manière à faire adhérer tout le monde et qu'aucun service ne se retrouve un peu sur le côté. Donc ça, c'est important pour la suite.
Donc voilà, notre premier projet. On a décidé de commencer par quelque chose qui pourrait paraître comme un petit marché, le marché des fournitures de bureau, mais je pense que c'est bien de commencer par quelque chose de pas trop compliqué, histoire de se faire la main. Et donc c'est le marché pour le papier et les fournitures de bureau que je vais vous présenter en suivant les buts et stratégies des achats circulaires que Savina vient juste de nous présenter. Donc, pour le premier point, réduire la quantité totale de matériaux. Donc, pour ce qui est des fournitures, il fallait passer par l'inventaire de toutes les commandes qu'on faisait au cours d'une année. Ça n'avait jamais vraiment été centralisé, donc voir exactement les types de fournitures commandées, les quantités sur une année, et via l'éco-team, faire un choix et rationaliser tout ce type de produits et passer à travers toute la liste et se dire, bon, ça, on n'en a pas besoin, on va réduire. Pour le papier, c'est passé par la digitalisation. Donc, depuis janvier 2020, tout ce qui est instance, donc comité technique, conseil d'administration, etc., tout ça a été digitalisé. On n'imprime plus pour envoyer à tous les administrateurs. On a digitalisé la distribution du courrier et la revue de presse, et ça nous a permis de passer d'une consommation de 5 tonnes de papier en 2019 à 2 tonnes en 2020, donc c'est quand même pas négligeable. Alors, une fois qu'on a fait le tri dans tout ça, on s'est dit maintenant, il va falloir mettre des critères sur ce qu'on va acheter pour réduire justement la quantité de matériaux vierges dans ces matériaux-là, dans ces fournitures-là. Donc, ça passait d'abord par une analyse de tout ce qui est disponible sur le marché et aussi un peu à quel prix, puisque le but, c'était pas de faire un cahier des charges qui soit hyper restrictif et que finalement, on ne reçoive pas d'offres parce que c'était trop compliqué. Donc, je me suis penchée dans tous les catalogues qu'on peut trouver de vente de produits, de fournitures de bureau. Et à partir de là, j'ai élaboré justement les clauses du cahier des charges avec notamment des pourcentages de matières recyclées, des quantités de produits chimiques ou des produits chimiques à ne pas utiliser. Et j'ai mis également des clauses sur l'emballage et j'ai choisi des quantités de manière à ce qu'on utilise des gros conditionnements. Donc sur Internet, on peut trouver des tas de choses. Je me suis notamment basée sur responsibleoffice.be, sur le guide des achats durables et sur les documents qu'on retrouve dans Bruxelles Environnement. Donc je vais vous en présenter juste quelques-uns pour vous montrer à quoi ça ressemble ces clauses. Par exemple, pour tout ce qui contient du papier, donc les cahiers, les blocs-notes, notes repositionnables, donc les post-it, ce genre de choses, j'ai fixé un pourcentage de fibres de papier recyclées ou constituées de fibres issues de forêts gérées durablement dans chacun des types de fournitures. Le pourcentage est différent parce qu'on ne trouve pas du 100% fibres recyclées pour tous les types de fournitures. Donc ça a été différent. J'ai mis des clauses également sur les cols à base d'eau et sans solvant, par exemple. On a essayé d'éliminer tout ce qui était plastique. Après, les petites chemises plastiques, ça reste parfois difficile à enlever des habitudes des gens. Donc là, on va y travailler avec l'éco-team. Mais pour les chemises de classement cartonnées, on a fixé qu'elles devaient être à 100% en fibres recyclées, blanchies sans chlore, sans agent de blanchiment halogéné, etc. Pour les crayons, que le bois soit non traité, issu de forêts gérées durablement, des gommes en caoutchouc naturel. Pour les bics, on est passé aux bics rechargeables, donc j'ai forcément commandé des recharges, mais on a quand même gardé des simples bics, je veux dire, pour le personnel de terrain et de chantier qui casse ou perd quand même facilement son bic. Donc on est passé sur des paquets économiques de 100 pour réduire l'emballage et en matériaux recyclés ou avec un label ENF Environnement ou équivalent. Pour tout ce qui est feutre, on utilise quand même pas mal de feutres pour les tableaux des salles de réunion. Donc là, forcément, on met des critères sur le type de produit chimique, à base d'alcool sans xylène, aussi que le corps du feutre soit en plastique recyclé, que ce soit rechargeable, le même style de clause pour les surligneurs. Et
Ensuite, on arrivait à des clauses liées au fait de prolonger la durée de vie du produit. Donc, le but, c'est pas d'acheter le moins cher possible, c'est quand même d'avoir quelque chose qui dure dans le temps. Et donc, par exemple, pour les classeurs, bon, déjà, on est passé aux classeurs sans, non recouverts de polypropylène. Donc, on arrête les codes couleurs. À des classeurs avec des œillets de préhension en métal et des protège-bords en métal pour que les classeurs durent plus longtemps. Donc, comme je disais, on a mis des exigences sur le conditionnement des articles et sur le suremballage. Ensuite, un des critères, c'était aussi de limiter les kilomètres parcourus pour faire nos livraisons. Donc là, comme le marché est inférieur à 30 000 €, j'ai pu me limiter à faire une procédure négociée sans publicité préalable. Et donc, j'ai fait plusieurs demandes de prix. Et je n'ai fait des demandes de prix que dans des papeteries qui étaient situées dans notre zone géographique. Comme ça, j'étais sûre que ça ne venait pas de trop loin. Et tout a été livré dans notre bureau central de Froyenne. Les livraisons dans les autres bureaux sont gérées par notre personnel qui se déplace quand même déjà régulièrement d'un site à l'autre. Donc comme ça a évité un déplacement supplémentaire. Donc, le type de marché public, ça je viens de le dire, on a pu faire ça par simple facture acceptée vu qu'on est en dessous de 30 000 €. Comment comparer les offres? Alors, il faut beaucoup réfléchir à ça avant de lancer son cahier des charges parce que il ne faut pas qu'après on soit ennuyé pour choisir le prestataire. Donc, finalement, on s'est dit que ça allait être difficile de coter chaque prestataire sur chaque produit. Donc, on a décidé que le seul critère serait le prix, mais que les critères environnementaux étaient stricts et ils devaient absolument être respectés. Si les critères n'étaient pas respectés, on ne choisissait pas ce fournisseur, tout simplement. Et on a quand même réussi à recevoir des offres. Ça, c'était un peu notre crainte au départ. Et comment on pouvait vérifier que leurs offres étaient conformes? Donc, pour chaque type de produit, j'avais cité des labels qui permettaient de répondre aux critères. Bon, évidemment, on ne peut pas obliger un certain label, donc il y a quand même la petite phrase qui va bien. Toute autre preuve appropriée d'un organisme agréé peut également être présentée pour être conforme au marché public. Et pour encore me faciliter un peu plus les choses, quelque part, j'ai demandé aux fournisseurs d'annexer à l'offre un document avec chaque fourniture et avec le label de ces fournitures-là pour pouvoir vérifier ça facilement. Et je m'étais aussi laissé la possibilité de demander des échantillons au cas où, ce que je n'ai pas fait au final. Alors pour les derniers points, réutilisation, recyclage, on a travaillé, on est en cours en fait avec l'éco-team sur la sensibilisation du personnel au fait de partager du matériel. Si on est 5 ou 6 dans un bureau, est-ce qu'il faut vraiment 5 ou 6 perforatrices ou agrafeuses? Je pense qu'il y a moyen de se partager ça. Et sur la récupération de matériel, on ne va pas jeter une chemise plastique à chaque fois qu'on enlève le document qui est dedans, quoi. Elle peut être réutilisée. Si on archive, on peut réutiliser les classeurs. Donc ça, c'est vraiment de la sensibilisation. Bon, évidemment, le Covid est passé par là et on a pris un peu de retard sur cette étape, mais on y travaille là maintenant. Et donc, voilà. Petite conclusion, les étapes qui me paraissaient essentielles pour ce type de projet, faire l'inventaire de ce qu'on consomme, rationaliser, faire des choix, se dire qu'il y a sans doute des choses dont on n'a pas vraiment besoin, critères sur la composition des fournitures qu'on commande, sur l'emballage, sur la solidité du matériel, voir ce qu'on peut faire sur les livraisons et sensibiliser le personnel, évidemment. Il ne faut pas qu'ils se sentent lésés et se dire on passe par l'économie circulaire et donc maintenant j'ai plus le droit d'avoir un surligneur ou autre. Il faut quand même que le personnel adhère et ça, je pense que l'éco-team, c'est le moyen idéal pour y arriver. Voilà, voilà. Je vais départager. Merci beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et je peux sans problème partager les clauses techniques de mon cahier des charges, aucun souci. Je vois qu'il y a différents commentaires qui apparaissent.
pour vous féliciter de votre témoignage, que c'est une excellente initiative et une bonne pratique à partager. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais je pense que c'est bien de commencer par un petit marché de ce type-là. On ne se décourage pas, quoi. Je vois qu'on a une question. Voilà. Alors, on vous demande combien de personnes sont concernées au final et de combien de personnes se compose l'éco-team. Alors, l'éco-team, je crois qu'on est une quinzaine de personnes. Et donc, le marché, ça représente, je n'ai pas compté comme ça, mais je dirais 200 personnes. Merci. On teste d'abord aussi sur un périmètre restreint. Pour le moment, l'éco-team ne couvre pas tout TIPAL, mais uniquement tout ce qui est administratif. Et quand on sera rodé, on étendra tout ça à l'ensemble de la société. Ah, voilà, on a une deuxième question aussi. Comme quoi, souvent il en faut une pour lancer les autres. On en a deux en un coup. Donc, le cahier des charges a-t-il été envoyé à des grosses sociétés de fourniture ou dans des magasins locaux du type club? Alors, c'est vraiment dans des magasins locaux, même pas de type club, vraiment dans des papeteries de plusieurs villes de Wallonie-Picarde. On vous demande également donc, quelles sont les actions mises en place pour réintroduire les articles en fin de vie dans le cycle de fabrication. Est-ce que vous aviez prévu quelque chose pour la fin de vie des fournitures? Non, ça non. Non. Ah, ça sera peut-être une prochaine étape. Hein. Voilà, je pense que c'est déjà très bien. Et alors, on vous demande également, avez-vous des notions de provenance du matériel acheté dans les librairies locales? Non, ça non. Ça, c'est aussi une étape, l'étape suivante, d'avoir du tout fabriqué en Belgique, mais avec les marchés publics, ça complique vite les choses, quoi. Donc, on a d'abord mis des labels sur la composition et on a essayé de réduire la distance pour les livraisons, mais c'est vrai que après, on aimerait passer à quelque chose qui prenne en compte le lieu de fabrication, évidemment. Oui, c'est vrai que la législation marché public est parfois limitante hein, par rapport à la localisation. On vous demande également, est-ce que ce choix de matériel plus durable présente un surcoût par rapport à des fournitures entre guillemets classiques et ce qui se faisait avant? Alors ça, je ne peux pas répondre pour le moment vu qu'on vient de lancer le marché. Donc je vais dire, quand l'année entière se sera écoulée, je pourrai faire le bilan. Peut-être que les fournitures en elles-mêmes sont un peu plus chères, même probablement, mais comme on a fait le travail d'inventaire et de rationalisation de la quantité, forcément, au final, on consomme moins et on dépense beaucoup moins. Rien que le papier, c'est énorme. Voilà. Et alors, on vous demande combien de temps finalement... C'est pas le prix du produit en lui-même, c'est la quantité qui fait. Oui, bah voilà, rien qu'en ayant redéfini votre besoin, vous avez déjà fait une économie en soi. Donc, oui. Et combien de temps a pris la mise en place de cette action entre l'idée et les premières actions concrètes? Donc vraiment la durée de réflexion et de mise en œuvre. Je vais dire, ça a pris un certain temps dans le sens où c'est vraiment pas la seule chose dont je m'occupe, c'est IPAL, donc forcément, ça m'a pris un peu de temps de prendre le temps de se consacrer à ça, je vais dire. Après, je vois qu'il y avait une question sur combien de temps pour définir la composition des différents articles. Ça, oui, ça m'a pris du temps parce que bon, j'avais trouvé une référence, j'ai pris les critères et puis j'ai passé du temps à vérifier dans les catalogues si c'est des choses qu'on retrouvait quand même facilement, quoi. Donc ça m'a pris du temps, mais comme je disais, je peux vous faciliter un peu la vie si vous voulez et je vous donne sans problème les clauses techniques que j'ai fixées et pour lesquelles je suis sûre qu'il existe des produits, quoi. Ouais, bah, je pense qu'on peut, en tout cas, si vous êtes d'accord, d'office les mettre en ligne avec votre présentation sur le site web. Comme ça, voilà, elles sont accessibles facilement. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Oui, un grand merci pour cet exemple, ce bel exemple d'achat circulaire. Je vais repartager mon écran et je vais tout de suite donner la parole à Madame Louise Noël. Je vais... Voilà. Donc, elle est Project Manager des ressources naturelles et déchets à l'Institut de conseil et d'études en développement durable.
Et donc, elle va nous présenter la charte d'achat circulaire qui a été mise en place au sein de l'ICET et qui est utilisée pour l'achat de leurs consommables, le mobilier et fournitures, les services et l'énergie et l'immobilier. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager ma présentation. Est-ce que tout le monde la voit? Ma présentation, voilà un peu le sommaire. Donc, je vais d'abord vous présenter brièvement l'ICED. Ensuite, je vais vous présenter le processus de réalisation de la charte. Ensuite, la charte et puis l'outil qu'on a réalisé pour l'utiliser. Donc, l'ICED, c'est un bureau d'études indépendant, un bureau d'études et de conseil qui accompagne les entreprises et les pouvoirs publics dans leur transition vers un monde plus durable. Donc, on est environ 30 employés. On travaille sur des thématiques diverses qui sont les déchets et les ressources naturelles, le climat et la transition énergétique, la mobilité et les bâtiments et industries durables. Et nos métiers sont aussi assez différents. On a notamment du diagnostic et de l'évaluation, de l'accompagnement, des études prospectives et de la formation. Alors, quel a été le processus de réalisation de notre charte? Donc, comme on est un institut de développement durable, forcément la réflexion durable a toujours été un peu implicite dans les achats. Il y a quelques années, on avait fait une présentation sur le zéro déchet et un atelier, donc déjà où tous les employés avaient pu participer à l'atelier et on avait défini ensemble, tiens, quels sont les déchets qu'on pourrait supprimer au sein de notre entreprise. Et donc, on en était venu à supprimer notamment les petits biscuits qui étaient emballés à l'unité, acheter plutôt du vrac, demander à la personne qui nous fournit les sandwichs de supprimer l'emballage et de mettre les soupes dans des Tupperware qu'on pouvait rendre, etc. Donc, on avait déjà une première démarche qui avait été faite. Ensuite, en novembre 2019, on s'est inscrit en tant que facilitateur et acheteur au Green Deal. Et donc là, on s'est dit, tiens, comment mettre en place vraiment une réflexion sur nos achats et faire quelque chose de plus circulaire. Donc, on a fait une petite cellule et ensemble, on a réfléchi à rédiger une première version de la charte. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté cette première version à tous les membres du personnel. Et on a également fait des ateliers où on définissait 3 types d'achats et par groupe, les gens allaient tester un peu la charte et voir voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est à améliorer, qu'est-ce qui est à supprimer, etc. Et donc, ça nous a permis d'avoir un retour sur ce qu'on avait proposé et ça permet aussi que les gens se l'approprient, tout le monde y participe. Et ensuite, on a essayé de créer un outil pratique qui permet justement de réfléchir à chaque fois qu'on doit faire un achat. Et donc cet outil, on a notamment impliqué la personne qui est responsable des achats en lui proposant différents types d'outils, qu'est-ce qu'elle préfère, etc. Et on en est venu à faire un outil Excel. Alors, à quoi ressemble la charte? Donc c'est un document Word qui présente d'abord qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire et qu'est-ce qu'un achat circulaire? Quelles sont les valeurs de l'ICED et à quoi l'ICED s'engage? Au niveau des engagements, voilà, on s'engage, il y a des choses qui peuvent paraître bateaux, mais c'est pas mal parfois de les reprendre par écrit, donc respecter les exigences minimales en ce qui concerne les droits de l'homme, et cetera. Après, on décrit aussi, comment s'intègre la charte dans le Green Deal, comment on communique au niveau de la charte, donc comment elle a été intégrée dans notre démarche ISO, de la qualité. On a aussi défini comment le personnel a été impliqué, comment il a été formé, et cetera et quelle est la procédure à faire quand on fait un achat. Donc, le principe d'utiliser la checklist, de l'enregistrer, de la stocker, et cetera. Alors, il y a aussi, donc ça, c'est la charte un peu théorique et en annexe, on a des checklists qui sont un peu l'outil qu'on peut utiliser pour faire notre achat. Donc cette checklist, elle commence par des questions qui peuvent paraître assez bateaux, mais qui ont en tout cas le mérite de faire réfléchir. Et donc la question préalable avant tout achat, c'est de se dire à quoi sert cet achat? Donc, est-ce qu'il est indispensable? Quelle est sa fonction? Quel problème il permet de solutionner? Et parfois, en y réfléchissant, si on n'est pas tout à fait sûr quand on répond à ces questions, on peut se dire, est-ce que cet achat est vraiment nécessaire? C'est quand même le meilleur achat est quand même celui qu'on ne fait pas. En tout cas, c'est le plus circulaire. Donc du coup,
après cette checklist, on a plein de critères et l'objectif, c'est de répondre par oui, non, soit on ne sait pas, soit c'est pas applicable. Et ensuite, on obtient un score qui est le nombre de oui par rapport au nombre de oui et non et qui nous permet de faire l'achat et de comparer plusieurs produits entre eux. Alors, à quoi ça ressemble? La checklist, par exemple, pour les consommables, la voici. Donc, on se pose la question de savoir si ça vient, donc consommable, ce qu'on appelle consommable, c'est les achats récurrents, donc type, thé, café, le papier, les produits d'entretien, et cetera. Donc on peut se poser la question, est-ce que ça provient du marché local, du circuit court? Est-ce que le produit est labellisé? Est-ce qu'il a été éco-conçu? Quelle est sa composition? Est-ce qu'il est valorisable en fin de vie? Est-ce qu'il est emballé? Est-ce qu'il est en vrac? Est-ce que le mode de transport est relativement doux? Est-ce que le produit est toxique? Est-ce qu'il est produit de façon éthique, et cetera? Et donc à chaque fois, l'objectif, c'est de se dire: «Oui, non, je n'en sais rien». On va pas non plus, chercher 3 heures pour répondre à la question, mais c'est plutôt pour se faire réfléchir. Donc on a 3 types de checklist. On en a une pour les consommables, ensuite on en a une pour le mobilier et les fournitures et une pour les services, parce que c'est quand même des achats relativement différents. Par exemple, pour le mobilier, on a toute la notion d'économie de la fonctionnalité. Donc est-ce qu'on n'aurait pas pu louer plutôt que d'acheter? Est-ce qu'on ne pouvait pas acheter quelque chose de seconde main? Et donc c'est des choses, qui sont ajoutées à cette checklist. Donc en discutant avec la personne responsable des achats, on a fait ça sous forme d'Excel, donc voilà à quoi ça ressemble plus ou moins. On a un mode d'emploi, on a le template pour les consommables, les mobiliers et les services et l'objectif, c'est d'enregistrer les informations à chaque fois qu'on a fait un achat et aussi on a la possibilité de mettre une remarque du genre, est-ce qu'on a été content? Est-ce que le produit, par exemple, si on sait que le produit après 2 semaines ne fonctionnait plus, c'est l'occasion aussi d'aller le réécrire là et de se dire: c'est on ne rachètera pas ce produit. Alors, un exemple, donc pour les fêtes de fin d'année, l'ICED souhaitait, remercier son personnel et comme, à cause du covid, on était tous coincés chez nous, on voulait passer un moment convivial. Donc la personne, qui s'occupe des achats devait s'occuper de trouver, allez, un package sympa à envoyer aux employés, mais essayer de trouver le meilleur au niveau circulaire et donc, en comparant plusieurs produits, elle a choisi la vitrine locale, donc est-ce que ça vient du marché local et du circuit court? Oui, c'est des produits artisanaux et cetera. Est-ce qu'il y avait un label? Ça, on ne sait pas forcément vu qu'il y a plusieurs produits. Par rapport à la valorisation en fin de vie, est-ce que les emballages étaient recyclables? Au niveau du transport, quel type de transport et cetera? Et donc en comparant plusieurs solutions de package, de cadeaux, elle a fini par choisir, la vitrine locale. Donc, d'autres exemples, de l'achat qu'on a fait au sein de l'ICED, pour la Saint-Nicolas, avant, on avait un sachet pour les enfants, allez, assez classique avec plein d'emballages et puis on a décidé de se dire: «Est-ce qu'on va pas faire quelque chose d'un peu plus environnemental?» Et donc on a ensemble, fait des sachets, qui sont réutilisables chaque année et que le personnel peut utiliser au fil de l'année et qu'on utilise pour mettre, donc ça c'est une soirée sympa entre collègues qui veut participer. On apprend à faire de la couture pour ceux qui ont envie, on mange un morceau, c'est un moment convivial et après, on a ces sachets qui peuvent être utilisés à chaque occasion pour, heu, pour faire les cadeaux et cetera. On a aussi pris une habitude de faire les spéculoos, qui sont offerts ensuite aux enfants et donc c'est une soirée où on s'amuse, ensemble, assez convivial. Après voilà, c'est des choses qu'on a réussi à mettre en place qui sont pas forcément, enfin, ça se ferait pas forcément partout, mais dans une petite structure en tout cas, c'est assez facile à mettre en place et ça devient un moment, convivial entre collègues. Un autre exemple, là, on est en train de réfléchir à refaire la terrasse. Il se fait qu'au fond de notre jardin, on a un tas de briques qui est inutilisé. Pour le moment, on est en train de regarder pour utiliser ces briques pour faire le terrassement, parce qu'au final, c'est une idée qui est venue avec la réflexion d'achat circulaire. Donc évidemment, la liste qu'on propose là, c'est pas une liste figée. L'objectif, c'est de l'améliorer au fur et à mesure, etc. L'important, c'est pas de répondre avec, enfin, d'être sûr et certain de sa réponse et d'avoir vraiment le plus de oui. L'important, c'est de faire réfléchir au moment de l'achat, se dire: «Tiens, en fait, c'est vrai, on aurait pu acheter quelque chose de seconde main, j'ai pas pensé» et donc là, c'est vraiment l'important de réfléchir. Ce qui nous a paru vraiment important aussi, quand on a mis ça en place, c'est vraiment d'impliquer la personne qui fait les achats parce que c'est le plus important, en fait et voilà. Heu, je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas, je suis disponible.
Ouais. Merci Louise. Je vois qu'on a une question, mais surtout de partage. Donc, est-ce qu'il est possible de partager les documents de bonne pratique, la checklist, les critères, etc. Et voilà, donc, la personne met en avant que ce serait super utile pour une administration communale d'avoir une bonne base comme ça. Oui, pas de souci. Merci. Donc, on les mettra bien en ligne et vous recevrez tous le lien vers la page web dans les prochains jours. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. En tout cas, on vous félicite bien le chat. Merci. Il n'y a pas encore de questions sinon. Ok, un grand merci en tout cas pour les explications et la présentation de la charte et aussi des exemples que vous avez partagés. Je crois que c'est très inspirant pour tout le monde. Afin de conclure ce premier atelier, je vais donner la parole à ma collègue Helen, qui vous présentera les points clés à retenir pour initier le processus d'achat circulaire. Et Lara partagera alors également encore quelques points pratiques pour les prochaines étapes. Bonjour à tout le monde. Nous souhaitons clôturer cet atelier en revenant brièvement sur les premières étapes d'un processus d'achat circulaire et en donnant un certain nombre de conseils concrets. Il s'agit tout d'abord du choix de groupes de produits, et des analyses aux Pays-Bas démontrent que, idéalement, pour un premier processus d'achat circulaire, vous choisissez un produit pas trop complexe, qui a aussi été le cas pour EPAL. Alors, un produit pas trop complexe et d'une durée de vie moyenne. Pensez par exemple aux vêtements de travail ou au mobilier de bureau. Pour des produits ayant une durée de vie de 5 à 10 ans, il est encore relativement facile de conclure des accords avec le fournisseur sur la fin de vie. D'autres critères peuvent être pris en compte dans le choix d'un groupe de produits, tels que la visibilité du groupe de produits dans l'organisation, l'empreinte matière, mais aussi des aspects non liés aux produits peuvent évidemment jouer un rôle. Par exemple, est-ce qu'il y a un client interne qui est très motivé? Voilà, ici, vous voyez la carte que nous venons de vous montrer et qui peut servir d'outil de soutien pour, une fois que vous avez sélectionné un groupe de produits prioritaires, déterminer les objectifs et les stratégies que vous souhaitez poursuivre pour ce trajet d'achat circulaire. Troisièmement, ce qui a aussi été expliqué par l'INEC et par EPAL, il est important de s'organiser en interne. Alors, faites d'abord une analyse des parties prenantes dans la phase préparatoire de votre processus achat circulaire et en règle générale, les parties suivantes qui sont impliquées en interne sont, outre l'acheteur, le client interne, le responsable de la durabilité, mais typiquement également le service financier et le service juridique. Les parties prenantes internes peuvent être reparties en fonction d'une matrice dite l'influence-intérêt. L'influence signifie le degré auquel la partie prenante peut influencer le processus d'achat circulaire. L'intérêt signifie l'importance du processus d'achat circulaire pour la partie prenante. Et ainsi, 4 quadrantes apparaissent et indiquent l'intensité avec laquelle vous devez impliquer et informer la partie prenante. Il est également important d'identifier des conséquences d'un processus d'achat circulaire et communiquer à ce sujet aux parties prenantes internes. Devrons-nous, par exemple, renoncer à nos exigences standards pour permettre un achat circulaire? Cela prendra-t-il plus de temps ou d'argent? Les employés de la propre organisation devront-ils faire autre chose? Devront-ils se comporter différemment, par exemple pour réaliser la réutilisation de produits ou le tri des déchets? C'est la sensibilisation dont EPAL a aussi parlé.
Et finalement, il s'agit de bien formuler votre besoin en tenant compte de vos objectifs circulaires. Et voici quelques bonnes questions d'orientation. Première question, en avons-nous vraiment besoin? Ça a été expliqué dans les deux exemples aujourd'hui. C'est une question très importante à se demander. Deuxièmement, cela doit-il être nouveau ou pouvons-nous réutiliser quelque chose que nous avons déjà? Troisième question d'orientation, pouvons-nous décrire notre besoin de manière fonctionnelle? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, supposons que vous travaillez pour une autorité locale et que vous vouliez construire une nouvelle piste cyclable. Dans ce cas, vous pouvez inclure dans une spécification technique les matériaux avec lesquels la piste cyclable doit être construite. Les spécifications fonctionnelles n'incluent pas une description aussi rigide. Au lieu de cela, vous formulez les exigences concernant, par exemple, l'utilisation. Vous allez dire la piste cyclable doit pouvoir accueillir 500 cyclistes par heure. Et vous allez formuler des exigences concernant la durabilité. Par exemple, la piste cyclable doit rester au moins un certain nombre d'années. Mais vous ne formulez pas, je dirais, des spécifications techniques par rapport par exemple, les matériaux utilisés. Et ainsi, en spécifiant son besoin de manière fonctionnelle, vous donnez au fournisseur plus de latitude pour trouver une solution innovante et circulaire. Autre question à se poser, comment nous assurer que le produit a la plus longue durée de vie possible et qui en est responsable? Et que se passe-t-il avec le produit lorsque nous n'avons plus besoin? Et là, de nouveau, qui en est responsable? Nous continuerons à travailler sur ces questions en les appliquant spécifiquement à l'un de nos 4 groupes de produits prioritaires le 5 mars. Le 5 mars, des études de cas pour les différents groupes de produits seront également présentées. Beaucoup d'entre vous se sont déjà inscrits. Ceux qui ne l'ont pas encore fait sont évidemment toujours les bienvenus. Et lors de l'atelier d'avril-mai, nous parlerons ensuite de comment convertir ces ambitions circulaires en une demande claire aux fournisseurs et un cahier de charges concret. Merci. Merci beaucoup Hélène pour ces conclusions très intéressantes. J'en profite avant de parcourir les prochaines étapes de juste rajouter voilà, il y a aussi pour les communes qui seraient intéressées un outil qu'on avait déjà développé dans le cadre de la région, dans le cadre de la charte pour les achats publics durables. Il y avait tout un canevas justement avec un peu similaire à ce que fait l'ICED et aussi quelques clauses types pour les achats durables. Donc je vous mettrai également le lien sur notre page web, voilà, si jamais ça intéresse, en tant que commune ou pouvoir public. Alors les prochaines étapes très concrètes, c'est qu'on a donc, comme elle l'a déjà dit, des sessions d'équipe des achats circulaires le vendredi 5 mars en matinée. Et on aura notre prochain atelier, donc il est à nouveau en 2 sessions, le mardi 20 avril, donc à nouveau en digital. Et donc ce sera à nouveau aussi enregistré. Et le mardi 4 mai, des sessions parallèles, on espère pouvoir les faire en présentiel à Namur, dans des salles qui seront bien sûr suffisamment grandes et dans le respect des règles qui seront applicables à ce moment-là. Toutefois, si ce n'est pas possible, nous ferons à nouveau un format virtuel. Toutes les présentations seront disponibles sur le site web et on vous enverra le lien exact de la page par email. Et je me permets de rajouter que nous avons également un outil qui existait depuis plusieurs années mais qui sera maintenant également accessible aux organisations privées signataires du Green Deal, donc les entreprises, qui est un helpdesk achat public durable qui intègre aussi maintenant l'économie circulaire. Et donc, toutes les infos seront bien sûr mises sur le site web. Si jamais vous voulez poser des questions très concrètes pour vos achats circulaires, pour avoir des idées de clauses ou comment faire, voilà, on a ce helpdesk qui existe. Après, voilà, on parcourra bien sûr toutes les étapes dans les ateliers. Et donc, je pense que les ateliers, c'est vraiment une très bonne manière d'avancer et de construire petit à petit votre expertise. Je remercie à nouveau tous les orateurs et tous les participants au webinaire de ce matin, ainsi qu'Hélène et Savina. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et à très bientôt.